Après avoir échangé avec les représentants de l'Union sacrée pour la nation, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a également reçu ceux de l'opposition, Fayulu de la Mouka, Emmanuel Chadari du FCC, Didier Moumengi, représentant Denis Mukwege, ont été de la partie. Désengorgement des prisons, Constant Moutamba poursuit avec l'opération. Hier mardi, il a ordonné la libération de plus de 300 prisonniers au centre pénitentiaire de Kinshasa. Et en santé, malgré le nombre alarmant de cas de Mpox en RDC ainsi que les morts causées par ce fléau, le gouvernement ne sensibilise pas autant la population sur les mesures préventives, inquiétude de plusieurs observateurs. Et puis la menace de destitution d'Emmanuel Macron s'est intensifiée. Le bureau de l'Assemblée nationale a validé hier mardi la motion portée par le mouvement politique La France Insoumise. Le point sur l'actualité, bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Après avoir échangé avec les représentants de l'Union sacrée pour la nation, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a également reçu ceux de l'opposition politique hier mardi. Dans leur échange, Martin Fayulu a sollicité le soutien de l'ONU à un processus de paix de Kinshasa. En séjour dans la capitale congolaise depuis dimanche 15 septembre pour une visite officielle de 5 jours, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé avec les leaders de l'opposition politique mardi 17 septembre à Kinshasa. Autour d'une table, avec Martin Fayulu de la Mouka, Emmanuel Chadari du FCC et Didier Moumengi, représentant de Denis Mukwege, les échanges ont porté essentiellement sur la mission de Jean-Pierre Lacroix, qui est d'échanger avec les autorités du pays, les acteurs politiques et différentes organisations de la société civile sur les processus de paix en RDC. Au cours des échanges, Martin Fayulu, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, a soulevé la question des rebelles de FDLR qui pèsent sur le gouvernement congolais et qui compliqueraient davantage les négociations en cours entre Kinshasa et Kigali, tout en plaidant pour le soutien des Nations Unies à son initiative de dialogue national pour la réconciliation des Congolais. Pour Martin Fayulu, il faut un processus de Kinshasa pour que les filles et fils de ce pays se mettent ensemble, comprennent les causes profondes de leurs problèmes et qu'ils se disent la vérité et qu'ils se réconcilient en vue de la cohésion nationale pour affronter les ennemis extérieurs. De son côté, Jean-Pierre Lacroix a fait entendre que les Nations Unies, à travers la MONUSCO, sont favorables à l'initiative de dialogue entre Congolais face aux défis de l'Est. Il a par ailleurs plaidé aussi pour la prise en compte par la classe politique du processus de Nairobi et de Luanda. Notons que Jean-Pierre Lacroix rencontrera également les dirigeants de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, Saint-Médiorci, en RDC, dans les contextes de la résolution 2746 du Conseil de sécurité et du soutien de la MONUSCO aux initiatives régionales. Poursuite du processus de désengorgement des prisons en RDC, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a signé hier mardi un arrêté accordant une liberté provisoire à plus de 300 prisonniers du centre pénitentiaire de Makala. Dans la même journée, il a inspecté les travaux de réhabilitation de cette maison carcérale qui a été endommagée lors de la tentative d'évasion. Réhabilitation de la prison centrale de Makala après l'incident du dimanche 1er septembre dernier est en train d'évoluer à pas d'éléphant. Les traces des dégâts sont quasi inexistantes dans cette maison carcérale. Le centre de santé, les dépôts de stockage de la provision alimentaire, bureaux administratifs et même la cabine électrique se rénovent davantage. En vue de lutter contre le surpeuplement et de renforcer la sécurité dans cette prison, un service a été mis en place pour la numérisation des données de tous les prisonniers. Des ordinateurs neufs, un serveur et plusieurs gadgets ont été mis à la disposition de ces personnels chargés du numérique. Le patron de la justice a ordonné à ses agents de finaliser dans un bref délai les dernières retouches. Faisant d'une pierre deux coups, Constant Moutamba a accordé la libération conditionnelle à plusieurs détenus, question de désengorger ces centres pénitentiaires. C'est la plus bonne réaction parce qu'il y a des cas bénins
comme le nôtre qui devaient finir directement au parquet, des cas de famille qui devaient être résolus, mais qui ont été amenés jusqu'au niveau des condamnations inutilement. Alors là qu'on voit que Dieu est intervenu par le ministre, c'est la meilleure des réactions. Notons que ces libérations conditionnelles s'inscrivent dans le cadre du programme de désengorgement des prisons en République démocratique du Congo. Le projet Accès à la justice pour tous, financé par le Royaume de Pays-Bas, a présenté les résultats de sa cartographie des lieux de détention dans la ville de Bukavu. Cette initiative, qui s'inscrit dans un programme de 4 ans devant se terminer en 2026, vise à améliorer l'accès à la justice pour toutes les populations vulnérables. Ils se sont retrouvés autour d'une même table, les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, lors de la présentation des résultats de la cartographie exhaustive des prisons, cachots et amigos des Bukavu, entrepris par le projet Accès à la justice. Cette activité a permis d'identifier des détenus et de recenser les lieux de détention, y compris ceux non connus par les autorités judiciaires. Parmi les résultats notables, 122 détenus de la prison centrale de Bukavu ont été identifiés comme nécessitant une assistance judiciaire gratuite. Ces personnes, souvent détenues sans moyens de défense, ont désormais accès à des avocats financés par le projet. Le projet venait même de mettre à la disposition de la population un numéro vert, les 40 0030, toute personne qui a été victime de violations de ses droits, mais qui n'est pas à mesure de se prendre lui-même en charge en termes de supporter les frais de justice sur les honnêtes avocats, il peut nous contacter par ce numéro et il va décrocher une assistance judiciaire gratuite. Lors de la présentation des résultats, le ministre provincial de la Justice, représentant le gouverneur empêché, a souligné l'importance de cette cartographie. Il a relevé que plusieurs détenus étaient incarcérés pour des faits bénins ou en raison des dysfonctionnements institutionnels. Il y a 122 personnes qui ont été libérées de la prison centrale. C'est vrai qu'il y a un long qui sera aussi libéré d'ici la fin de la semaine. Le député provincial élu de Bukavu, Jackson Kalimba, a également pris la parole, insistant sur la nécessité de poursuivre ces projets pour pallier de nombreux problèmes du système judiciaire. Mais les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est au début. Je pense que ces projets devraient continuer toujours et pour que ça puisse nous aider à pouvoir pallier beaucoup de problèmes. Avec la poursuite du projet Accès à la justice pour tous, les conditions de vie carcérale à Bukavu devraient s'améliorer. Les autorités locales et les partenaires internationaux restent engagés à soutenir cette initiative qui représente un pas significatif vers une justice plus équitable et accessible à tous. Les constructions anarchiques sur le site de l'aéroport de Lubumbashi seront démolies sans délai. Le ministre national de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou, et le gouverneur Jacques Boulakatoué étaient sur terrain hier mardi pour plutôt mettre en garde tous les auteurs de ce banditisme administratif. Ce sont les termes du ministre national de l'Urbanisme et Habitat en séjour de travail dans le Haut-Katanga. Les constructions anarchiques érigées sur plus ou moins 20 hectares appartenant à la RVA au Katanga seront toutes démolies sans délai. Cette décision fait suite à la descente d'inspection effectuée conjointement par le ministre national de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbandou Mpanzou, et le gouverneur Jacques Boulakatoué. Des mesures vont être prises sur le plan administratif, mais aussi sur le plan juridique. Donc nous sommes avec le procureur général ici, qui va se saisir des infractions qu'il a constatées ici sur terrain, et les responsabilités vont être appliquées. À titre d'exemple, la justice va punir sévèrement pour servir d'exemple à toute la population qu'on ne peut pas spolier un bien de l'État. D'ici peu, il y aura des inspecteurs qui vont venir pour l'inspecter. Et donc, il faut qu'on trouve un aéroport déjà clôturé et toutes les exigences soient réunies. Pas la spoliation. Donc, nous n'acceptons pas. Ceux-là qui ont eu des terrains ici doivent déjà se mettre en tête qu'ils vont le perdre. Le ministre Mbadou a décrié le désordre et l'irresponsabilité des uns et des autres dans ces dossiers. Après cette descente, nous allons faire le point pour que les responsables soient immédiatement inquiétés. Parce que ce qui se passe ici, c'est du banditisme administratif.
Alors les responsabilités des uns et des autres doivent être déterminées. Il faut dire que les responsabilités tant administratives que judiciaires seront établies, ce qui justifie la présence du procureur général. Les ministres provinciaux ayant en charge les infrastructures et celles ayant en charge le transport faisaient aussi partie de la délégation, de même que tous les services de la RVA, du cadastre et de l'urbanisme. Et en parlant de Lubumbashi, la ville cuprifère sera dotée d'une nouvelle cité. Le projet immobilier River City a été présenté à la presse de Kinshasa. L'objectif est de doter les Congolais des logements de qualité et des cités répondant aux normes d'aménagement. Voilà à quoi va ressembler la ville de Lubumbashi dans un avenir proche. River City est ce projet qui contribue à la modernisation et à l'arrondissement du chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Des résidences modernes, une université, un hôpital de plus de 100 lits, des supermarchés, des shopping malls, des terrains des sports, des restaurants. C'est le complexe immobilier qui sort de terre sur la route Kintsevere de Lubumbashi. Après la présentation dans la ville cuprifère, c'est Kinshasa qui accueille ses concepteurs, la délégation de Plus Property Congo River City, conduite par son président directeur général. Nous sommes venus à la République démocratique du Congo pour investir parce que nous avons fait une étude et nous avons réalisé que le climat d'investissement de ce pays est un climat attractif et intéressant. Nous avons la certitude que sous la gouvernance du président, le pays est entre de bonnes mains et que les investissements étrangers vont venir. Cette nouvelle ville répond à un besoin de la capitale cuprifère en matière de logement et d'infrastructures utiles dans les cités modernes. Nous allons construire une très belle ville où il va y avoir la sécurité 24/7, où il va y avoir l'électricité 24/7. On va avoir de la connexion Internet à travers un réseau de fibre optique. La ville va naître, elle va créer des milliers d'emplois dans le Haut-Katanga. River City est un projet qui a déjà commencé à créer des emplois pour tous les habitants de Lubumbashi. Nous sommes en train de recruter de plus en plus de gens. Nous espérons arriver à un point d'ici 6 mois où il va y avoir au moins 2000 Congolais qui vont être employés à River City. Placée dans le hall du fleuve Congo Hotel, la maquette représentant le projet et qui a déjà trouvé des acheteurs est exposée. Question de permettre à tout un chacun d'avoir toutes les explications possibles. Signalons que dans le projet River City, la main-d'œuvre congolaise est mise à contribution. Après le meurtre d'un élève de 8e année au lycée Madame de Sévigné, la question de la sécurité des enfants en milieu scolaire taraude les esprits. Comment savoir que son enfant est en sécurité? Certains parents et autorités des écoles interrogées appellent au renforcement de la sécurité à la surveillance des élèves pendant les heures de cours et pendant les heures de récréation. Après la mort tragique de Ryan Badila, élève au lycée Madame de Sévigné de la commune de Limete, suite au coup des bistouris lui assénés par 100 condisciples de classe, des appels se multiplient à tous les niveaux pour éviter ces genres de drames en milieu scolaire. Surtout que l'école est considérée comme une institution sociale majeure qui a une double mission d'instruction et de socialisation afin de faciliter l'intégration des individus. Alice Villa, parents rencontrés à travers le rue de Kinshasa, invite tous les parents à renforcer la surveillance des enfants en veillant scrupuleusement au programme télé. C'est notre devoir. Les devoirs de vérifier cartable De son côté, Jean Batekila, enseignant au lycée bilingue Claude Mafema, déplore que ce genre d'incident se produise dans une école, un cadre censé éduquer les élèves. Avoir des surveillants qui doivent surveiller les enfants à l'entrée comme à la sortie. Et nous, les enseignants aussi, pendant la récréation, nous sommes obligés de surveiller les enfants pendant la récréation, non rester dans les salles de classe. Surtout pendant la récréation, ces choses-là se passent. L'enseignant est loin distrait, les enfants se bousculent, l'incident arrive. Donc, nous devons suivre nos enfants jusqu'à les libérer, aller rentrer en famille. Ouvert le vendredi 13 septembre au tribunal pour enfants,
L'affaire sur le procès du meurtre de l'élève Ryan est prise en délibéré pour le vendredi 20 septembre prochain. 2 nouveaux corps sans vie ont été retrouvés mardi après le naufrage survenu lundi sur la rivière Kwango, près du village qui porte le même nom. L'on compte au total 2 hommes, 2 femmes et 2 enfants sur le nombre provisoire des morts, amené à 6 à la suite de la recherche de corps. Un naufrage de trop, déplore l'opposition qui appelle le gouvernement à agir pour épargner les vies humaines. Les accidents constatés dans les transports fluvial est un véritable fléau en RDC. Depuis des décennies, rien n'a été fait pour améliorer les transports fluviaux dans toutes les rivières, lacs et autres cours d'eau de la RDC. La situation s'est même empirée sous le régime de M. Félix Tshilombo, qui n'a rien fait en termes d'amélioration et d'innovation dans les transports fluviaux. D'après les études, 100 Congolais meurent chaque mois à cause des noyades dans les baleinières, bateaux et autres embarcations en RDC. Parmi les agents causals des noyades, des accidents dans les rivières, les cours d'eau, les fleuves et lacs au Congo, il y a, entre autres, la surcharge des embarcations, la corruption des commissaires fluviaux, non-entretien des voies fluviales, la mort cérébrale de la régie des voies fluviales et des GEM qui manquent des appareils météorologiques pour prévenir et fournir aux capitaines des baleinières et bateaux ainsi qu'autres embarcations à temps réel les données météorologiques pour les prévenir des temps qu'il va faire dans les rivières, les fleuves et d'autres lacs et d'autres cours d'eau. En santé, l'inquiétude continue de grimper suite à la faible sensibilisation observée sur la protection contre l'épidémie Mpox, une situation qui pourrait être à la base de l'augmentation de cas à travers le pays et mettre la vie de la population en danger. On voit cela avec Christian Kalonji. Il suffit de circuler sur les rues de Kinshasa pour se rendre compte de cette faible sensibilisation à la protection contre l'épidémie Mpox, déclarée urgence santé universelle par l'Organisation mondiale de la santé. Certains Kinois interrogés sur la maladie ignorent même son existence. Je suis un peu désolé parce que particulièrement les Kinois prennent ça à la légère. Or, c'est une épidémie que nous devons faire une grande attention pour prévenir comment est-ce que les gens peuvent prendre des dispositions pour se sauver, pour que ça ne puisse pas s'étendre dans d'autres coins. Alors, la grande déception, c'était que vous, les journalistes, vous nous aidez quand même à passer les messages, mais la population qui en pâtit n'arrive pas à gérer cette épidémie convenablement, parce qu'il y a des divergences d'opinion. Ceux qui disent ça n'existe pas, ceux qui disent ça existe. Alors, ces genres de divergences-là, ça trouble la population. Pas de pancarte, ni de calicot visible à travers la capitale, aucune sensibilisation efficace au niveau des médias, et pourtant le pays est considéré comme l'épicentre de l'épidémie par les experts de l'OMS. Je n'ai pas de chiffre exact, mais dit que chez nous, le pays a été déclaré l'épicentre de la maladie en Afrique. Aussi, je sais que au regard de ça, effectivement, la RDC est parmi les pays qui ont beaucoup de cas. Le risque de contamination et d'augmentation des cas reste réel. Le gouvernement devrait faire plus en termes de sensibilisation pour épargner la population du danger. La République démocratique du Congo compte déjà 6000 cas positifs de l'épidémie Mpox sur son territoire. La campagne de vaccination a été lancée la semaine dernière en vue de lutter contre cette maladie.
Et en pleine crise de la guerre avec la Russie, le gouvernement ukrainien dépêche une forte délégation composée des représentants ministériels à Bukavu dans le sud Kivu. Objectif de la mission, solliciter auprès du gouvernement congolais et surtout puiser de l'expertise du docteur Denis Mukwege pour réussir à prendre en charge des milliers de femmes victimes de la guerre russo-ukrainienne. C'est à l'orée de la journée que la délégation ukrainienne composée des représentants du procureur général, du ministère de la Défense, faisant office du Premier ministre, du ministre de la Santé, de l'administration et de l'organisation des luttes contre les violences sexuelles, a été accueillie à l'hôpital de Ponzi par les docteurs Denis Mukwege. Des chocs poignets de main et des accolades sont échangés. La délégation aura 5 jours à l'hôpital de Ponzi pour observer et apprendre du modèle de prise en charge holistique développé par les docteurs Mukwege et par la suite, ils iront dupliquer ces modèles en Ukraine, un pays en guerre comme la RDC et dont le viol est utilisé comme arme de guerre. Lorsqu'on voit l'histoire de l'Ukraine, son invasion, la façon dont les femmes sont traitées, cette histoire est très proche de l'histoire congolaise et je pense qu'en mettant nos expériences ensemble, nous pourrions mieux aider les femmes, qu'elles soient ukrainiennes ou congolaises. Ces modèles qui intègrent des soins médicaux, psychologiques, juridiques et socio-économiques a été salué pour son efficacité et son humanité. Depuis 2018, l'hôpital de Ponzi a établi des relations avec l'Ukraine suite aux violences subies par les femmes ukrainiennes. Nous espérons aussi que nous allons continuer d'utiliser ces modèles parce que nous avons déjà commencé à l'utiliser, mais pour nous c'est très important d'approfondir nos connaissances. Avec plus de 25 ans d'expérience, Ponzi est devenu un modèle de référence pour la prise en charge des victimes des violences sexuelles. Cette approche holistique des Ponzi est désormais reconnue comme un standard mondial pour la prise en charge des victimes des violences sexuelles et aujourd'hui, le gouvernement ukrainien veut s'en inspirer pour soigner les femmes violées dans cette guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Et en France, la menace de destitution d'Emmanuel Macron s'est intensifiée. Le bureau de l'Assemblée nationale a validé hier mardi la motion portée par le mouvement politique La France Insoumise. C'est une première étape approuvée par la plus haute instance exécutive de la Chambre basse. 12 voix contre 10 ont été votées pour la destitution du président français. Les explications d'Hérétine Tambour. C'est pour la première fois sous la Ve République qu'une proposition de résolution visant à engager la procédure de destitution du chef de l'État est jugée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale. Ce sont les 3 membres socialistes du bureau qui ont voté en faveur de la recevabilité, démarche portée par le mouvement politique La France Insoumise. Cette première étape est saluée comme une victoire par les Insoumis, même si la procédure n'a presque aucune chance d'aboutir selon les experts. C'est un événement encore une fois inédit dans la Ve République où à majorité les membres du bureau ont considéré que le président de la République n'était plus le garant du bon fonctionnement des institutions républicaines et que donc le débat devait avoir lieu devant l'ensemble du peuple français, puisque ce sont des débats qui sont télévisés, et que ce débat était sain pour la démocratie. Opposée à cette démarche, la présidente de l'Assemblée nationale française s'est émue dans un communiqué d'un détournement de la règle des droits que l'opposition a voulu, selon elle, instrumentaliser à des fins purement politiques. Signalons que cette proposition va poursuivre son chemin parlementaire par un examen devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et en culture, le chanteur et producteur américain de 54 ans, Sean Combs, plus connu sous le nom de P. Diddy, idole des années 90, est officiellement inculpé pour trafic sexuel et extorsion. Il a été arrêté lundi au soir à Manhattan après plusieurs plaintes, notamment celle d'agression sexuelle.
Enfin, la star américaine Harry Sam Combs, dès son vrai nom, est connue depuis les années 90 sous le nom P. Diddy, a été arrêté lundi soir à New York par des agents fédéraux à Manhattan après une inculpation par les parquets fédéraux. 9 plaintes ont été déposées contre les rappeurs depuis un an, notamment pour agression sexuelle. Son avocat dénonce ces poursuites qu'il qualifie d'injustes à l'encontre de M. Combs. P. Diddy, décrit par plusieurs plaignantes comme un prédateur sexuel violent qui utiliserait l'alcool et la drogue pour manipuler ses victimes. Parmi ces plaignantes, une actrice X l'accuse de l'avoir forcé à se prostituer dans les années 2000 au cours des soirées. L'ex-compagne du rappeur Cassie Ventura l'a, elle, accusé des comportements violents lors d'une vidéo récemment publiée datant de 2016 montrant P. Diddy en train de lui donner des coups de pied dans un hôtel. Une affaire réglée à l'amiable grâce à un accord confidentiel. Après avoir connu les succès dans la musique, les rappeurs s'étaient lancés dans la production de l'alcool et l'organisation des fêtes ces dernières années. Dans cette affaire, les rappeurs américains Sam Combs plaident non coupables. There's no expense being spared. We are the Black Billionaires Lunch. En sport, dans un communiqué officiel publié hier mardi, l'association sportive Vita Club a confirmé la rupture du contrat avec son technicien marocain. Silaïs Vita Club a exprimé sa gratitude pour le travail accompli par Ouadou. Elle a également souligné que cette décision ne respectait pas les termes de l'accord initial. Néanmoins, dans un souci de tourner la page, le club a décidé d'acter immédiatement le départ de son entraîneur. Ces résultats en demi-teinte, les difficultés à imposer le jeu cohérent ont entamé la confiance envers l'entraîneur et l'équipe. Les Verts et Noirs sont désormais dans l'obligation des résultats pour remettre la confiance en leurs supporters. Et venons en rappel des principaux titres. Après avoir échangé avec les représentants de l'Union sacrée pour la nation, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a également reçu ceux de l'opposition, Martin Fayoulou pour le compte de l'AMOUKA, Emmanuel Chadari du FCC, Didier Moumengue, représentant Denis Mukwege, ont été de la partie. Désengorgement des prisons, Constant Moutamba poursuit avec l'opération. Hier mardi, il a ordonné la libération de plus de 300 prisonniers au centre pénitentiaire de Kinshasa. En santé, malgré les nombres alarmants des cas de Mpox en RDC ainsi que les morts causés par ce fléau, le gouvernement ne sensibilise pas autant la population sur les mesures préventives, inquiétude de plusieurs observateurs. Et la menace de destitution d'Emmanuel Macron s'est intensifiée. Le bureau de l'Assemblée nationale a validé hier mardi la motion portée par le mouvement politique La France Insoumise. Dans un instant, la lecture transversale des journaux. À la une des médias en ligne et des journaux papier, Nathan Diamouité pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alec Boutella, merci. Heureux de te rejoindre sur ce plateau. Grand merci à vous. À la première question déjà, Assemblée nationale, après 100 jours déjà, une question écrite à Souminois. Eh bien, Alec Boutella, c'est un sujet qu'on retrouve dans la tribune de plusieurs journaux parus aujourd'hui à Kinshasa lors de son investiture. Écrit, le journal Congo Nouveau, Judith Souminois avait annoncé la création de 2,6 millions d'emplois et s'était engagé à développer des réseaux de communication et d'accès à Internet en vue de favoriser l'inclusion numérique et le développement de l'économie numérique dans tous les aspects de la vie nationale pour permettre justement aux plus démunis de bénéficier de la justice. Souligne cet hebdomadaire, la première ministre avait dit, je cite, le gouvernement mettra en place un fonds d'aide judiciaire en vue de faciliter l'accès à la justice pour les plus démunis et les personnes en situation de vulnérabilité. Fin de citation. Congo Nouveau attend voir ce que la première ministre
a fait de ses promesses 100 jours après sa gestion. De l'autre côté, Info 27 signale que le peuple se pose des questions sur l'effectivité du commencement de la mise en œuvre du programme du gouvernement sous-minois. C'est ainsi que Gary Sakata a jugé opportun de demander à la première ministre de donner un éclairage aux élus légitimes du peuple, lesquels traduisent les inquiétudes de la base à travers sa question, révèle ses quotidiens. Arlette, dans un autre angle d'idée, mais nous restons toujours à l'Assemblée nationale. Le média en ligne Wise.cd rapporte dans ses colonnes intérieures l'implication de l'IGF et la Cour des comptes à prioriser le contrôle parlementaire. C'est ainsi que les speakers de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, sollicitent des rencontres avec les responsables de ces deux outils de contrôle de l'État congolais en vue d'harmoniser le fonctionnement des institutions. Cet appui qui va impacter justement sur la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique, conclut ce tabloïd. Allez, on va quitter la RDC pour la France. Destitution d'Emmanuel Macron. La procédure a-t-elle de chance d'aller jusqu'au bout? Justement, Arlette Boutella, c'est la question que plusieurs journaux se posent actuellement. Nous commençons par la Nouvelle Tribune qui pointe sur sa une destitution de Macron. La proposition jugée recevable du jamais vu. Arlette, pour ses quotidiens, la proposition portée par 72 députés LFI et soutenue par quelques élus écologistes et communistes a été renvoyée devant la commission de loi pour examen. Ces votes reflètent la nouvelle configuration politique de l'Assemblée où l'alliance de gauche Nouveau Front Populaire détient une légère majorité au sein du bureau. D'un média à un autre, Arlette Boutella, le point de son côté parle d'une revendication insensée pour au moins deux raisons. D'une part, les crimes présumés commis par le président de la République Emmanuel Macron aux yeux de LFistes se résument à son refus de nommer Lucie Castet à Matignon. On a vu pire forfaiture. D'autre part, Arlette Boutella, la procédure pour aller à son terme nécessite l'assentiment de 2/3 du Parlement, soutien qu'elle n'obtiendra même pas en rêve, fut-il mélenchoniste. Et donc, Arlette Boutella, ce processus reste en continu. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Non, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et à vous, mon téléspectateurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles à Télé 50. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.